Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, dans le cercle de confiance, on parle NFT. Ces non-fungible tokens ont vu le jour dans l'indifférence générale en 2014. Depuis, ils affolent le marché de l'art. Décryptage autour d'un café parisien avec Sophie Lanoé et Olivier Lerner, auteurs du livre NFT Mine d'or. L'art actuellement, donc avec les NFT, est complètement réinventé. Oui, effectivement, l'art, ça a été en fait un bouleversement, surtout avec la vente de Beeple il y a un an, en 2021. Ça a été un peu le tsunami en fait chez Christie's, quand tout d'un coup une œuvre d'un artiste qui était plus ou moins inconnu, enfin qui était vraiment inconnu en Europe, et qui vend tout d'un coup plus cher, enfin même prix qu'un Picasso, qu'un masterpiece. Donc du coup tout le monde s'est arrêté, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Surtout que jusqu'à là l'art digital était un petit peu sous-coté, enfin je veux dire l'art digital n'était pas très valorisé dans l'art contemporain. Donc tout d'un coup ça a quand même tout remis en cause et tout le monde s'est intéressé. Donc ça a changé la donne. Ce qui a changé aussi la donne, c'est le mécanisme en fait pur des NFT, qui fait que un NFT en fait c'est un certificat d'authenticité. Donc en fait ça certifie automatiquement l'œuvre d'art. Quel que soit, enfin ça peut être l'œuvre d'art, mais ça peut être autre chose aussi, hein, ça peut certifier votre sac à main, tout ce que vous voulez, mais en tout cas les œuvres d'art tout d'un coup ont été certifiées automatiquement, enfin celles qui sont tokenisées. Et du coup ça c'est aussi un grand changement. Je vois les artistes, pour l'instant c'est un peu flou pour eux, mais ça leur permet quand même une authentification. Au départ c'était juste un papier. Bon, là c'est vraiment quelque chose qui est immuable et infalsifiable. Qui est délivré par qui d'ailleurs ? C'est en inscrivant sur la blockchain, c'est-à-dire que quand par exemple vous mintez, c'est-à-dire que vous l'inscrivez sur la blockchain, automatiquement elle est certifiée et vous pouvez plus revenir en arrière. Ce qui peut poser un problème parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Du coup c'est aussi sur l'intermédiation que ça va un peu changer les choses, parce que finalement ce qui avait déjà commencé avec Instagram, etc., c'est-à-dire que quand un artiste vous plaît, vous allez chercher sur les réseaux sociaux sa page, et du coup vous allez souvent les collectionneurs les contactent en direct. Ce qui plaît aussi aux artistes, c'est peut-être l'idée que leur œuvre puisse vivre éternellement. Oui, j'ai pas pensé à l'éternité. Ouais, oui, c'est. Il y a moins de dégradation. Enfin, oui, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est toujours en arrière-fond chez un artiste d'être immortel, enfin que son œuvre soit immortelle et lui à travers son œuvre. Puis il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé, qui est les royalties, c'est-à-dire que donc quand on le met sur la blockchain, c'est avec un smart contract, c'est-à-dire un contrat qui est sur la blockchain. Dans ce contrat, il y a aussi un montant des royalties qui est inscrit dans ce contrat et qui va être touché par l'artiste à chaque revente. Donc ça veut dire que si c'est revendu, et juste pour info, par exemple un NFT, une œuvre classique, en moyenne, c'est 10 ans pour une revente. Un NFT, c'est 1 mois. Ah oui. Donc ça veut dire que automatiquement, chaque revente, il touche des royalties. Alors ça va permettre justement, je pense aux artistes qui sont dans le crypto-art de bien vivre, de mieux vivre en tout cas de leur art, puisqu'effectivement à chaque revente, d'abord ils vont pouvoir suivre et connaître le nouveau propriétaire et toucher effectivement des royalties, un peu comme des musiciens qui touchent à chaque fois qu'il y a un passage en radio ou en télé par exemple, ils touchent ce qui est normal, ce qui change la donne. Et ce qui est aussi très nouveau, c'est qu'en fait ces artistes-là, dans le crypto-art, ceux qui surgissent et ceux qui vont rester sont ceux qui ont réussi en fait à fédérer une communauté, une sorte de club avec des véritables fans, et avec qui ils entretiennent aujourd'hui vraiment des relations presque intimes. Parce qu'avec les réseaux sociaux, parce qu'avec Discord, avec Twitter, avec ces réseaux sociaux, il y a un véritable échange. Et l'artiste est disponible, est accessible, et on peut vraiment dialoguer et échanger. Ça n'existait pas avant. On achetait une toile, avec l'artiste, on le connaissait peu ou pas, et en tout cas, on ne pouvait pas parler avec lui, ou échanger, ou lui écrire. Il était inaccessible. C'est quoi Discord ? Discord, c'est en fait le nouveau réseau social. Alors c'est issu du gaming en fait. Oui. Donc les gamers connaissent Discord. C'est un réseau social qui est un peu
Il faut rentrer dedans, hein, c'est un peu compliqué au départ. Mais en fait, Discord permet en fait effectivement de suivre tous les projets, tout ce qui se passe, d'avoir des rooms, enfin c'est-à-dire on discute sur le Discord. Et surtout, effectivement, avant, il y avait l'agent ou la galerie qui faisait un petit peu l'intermédiaire. Ou barrage. Ouais, bah oui. Ou barrage, mais de moins en moins, c'est-à-dire qu'on allait aussi, mais il y avait toujours, c'était assez difficile en fait d'être live avec l'artiste. En direct. Oui, ouais. alors que là, effectivement, là c'est du direct, et puis il fait suivre surtout, on suit le projet, c'est-à-dire que en fait, jusqu'à là dans les œuvres physiques, on voit le résultat. Ouais. Donc avant le résultat, il se passe pas grand-chose, puisque là, le résultat est la fin du projet. Donc normalement, il est vendu dans les heures qui suivent. Ah oui. C'est préparé en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on suit le projet, et le jour où il y a ce qu'on appelle le drop, en fait, la vente est là, et la communauté a déjà suivi, a déjà ce qu'on appelle, il y a les whitelists pour une sorte de making of en fait du projet. Exact, oui. Ou un work in progress en tout cas, et on a tout, on a ce qu'on appelle la roadmap du projet, etc. Et le jour où il y a le drop, en fait, c'est-à-dire que c'est lancé, là, c'est vendu sur les artistes comme Obvious, ça a été combien, 2 minutes, un truc comme ça. Ah ouais, 2 minutes. Oui. Alors, ce qui est particulièrement étonnant et intéressant et excitant, c'est qu'en fait, il y a vraiment des projets qui fleurissent quotidiennement par centaines. Et pas seulement, et plus seulement dans l'art, même si l'art, le crypto-art a été précurseur. Il y a un an, on ne parlait presque que de ça. Mais aujourd'hui, on voit quasiment dans tous les secteurs industriels et vraiment et économiques des projets de création de NFT ou de métaverse incroyables. Dans la mode, le luxe, la santé, la banque, bien évidemment, le sport, hein, les spectacles. L'Olympia lance aujourd'hui des NFT où on peut acheter des billets à vie. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est pour aller voir des concerts d'artistes. Ouais. D'accord. C'est pas des billets, je crois, sur l'Olympia. Oui. C'est pas des billets, je crois que c'est un pass pour être en pré-vente, non? Ouais, pour avoir accès l'image, aussi au backstage, mais pour avoir en tout cas une facilité d'accès à la salle pour des billets à vie. C'est assez extraordinaire. On voit ça aussi donc dans le foot avec des cartes Panini. Moi je jouais avec ces cartes-là quand j'étais petit, qu'on achetait une misère, 20 centimes, et aujourd'hui ça vaut des millions. C'est ce qu'on appelle les collectibles. Ouais. Bon. Donc il y a un phénomène qui n'est pas un phénomène de mode, parce que nous on est assez optimistes sur la durabilité et sur l'accès aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'y comprennent rien, mais on a l'impression que tout le monde en fait est attiré, en tout cas intrigué par les NFT. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en gros, quand on commence dans les NFT, voilà, les étapes, en fait, soit on veut acheter, soit on veut. Alors première étape. Oui. La première étape, c'est en fait de passer un peu de temps pour faire un choix, non pas d'argent au départ, je pense, mais un choix de cœur. Ouais. Je pense qu'il faut aller sur des choses qui vous intéressent, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de NFT, beaucoup d'œuvres qui sont franchement pas terribles, ou c'est n'importe quoi. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui sont fascinantes, intéressantes, utiles. Mais comment on fait pour y accéder déjà en fait? Pour l'art, je pense que effectivement, de toute façon, l'avantage aussi, c'est qu'il y a plein d'œuvres qui sont pas chères du tout. C'est-à-dire que ça. Mais déjà, comment est-ce qu'on peut aller les voir? Il y a des plateformes. C'est quoi le chemin? Alors, il y a plusieurs plateformes. Il y a des plateformes. La plus grosse plateforme, c'est OpenSea. D'accord. Donc, c'est le bon coin. Voilà. Pour il y a l'art. des milliers d'œuvres. Voilà. Et il y a des œuvres qui peuvent être à rien du tout, genre à $10, enfin avec la conversion. Donc, ce qui a fait aussi qu'il y a des très jeunes qui commencent à collectionner en fait des œuvres d'art, donc qui ont même une centaine d'œuvres, qui sont des gros collectionneurs. Donc sur les plateformes, en fait, on fait son marché, on regarde, on observe, on se renseigne, on s'informe, et puis après, on y va, on achète. Et exactement comme sur un marché, dans un petit village. Il faut se créer un porte-monnaie électronique. Oui, voilà, un wallet. Donc on se crée un wallet. Donc là, il faut faire attention pour suivre bien les étapes. Et une fois qu'on a le wallet, on le relie à la plateforme qu'on a choisie. Donc, si vous avez un wallet, parce qu'il y a plusieurs cryptos, donc soit vous avez un wallet en Ethereum, donc là vous pouvez avoir MetaMask, etc. Mais si c'est par exemple en Tezos, là vous allez à un autre wallet.
Donc ça dépend un petit peu. Il y a un wallet par non. Crypto-monnaie ? Non. Par exemple, le MetaMask, il y a plusieurs monnaies dedans, il y a du Polygon, etc. Mais par exemple, la majorité, c'est Ethereum pour les œuvres un peu chères et Tezos pour les œuvres un peu plus accessibles. D'accord. Donc quand on a déjà ces deux monnaies-là, on peut déjà se débrouiller pas mal. Alors de plus en plus sur certaines plateformes, en fait, on n'est plus obligé d'ouvrir un wallet et d'acheter en fait de la crypto-monnaie. On peut directement payer en fait en euros ou en dollars. Ah d'accord. Ouais. Ok. Il y a deux plateformes. Ouais. Et après ça se convertit automatiquement quand on paye en euros ou en dollars. Oui, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui gère le wallet derrière. D'accord. Mais donc du coup, alors il faut être sûr de sa plateforme parce que du coup, est-ce que le wallet vous a pas. Enfin bon, c'est un peu plus, c'est fait un peu pour les nuls, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Il se peut qu'en fait vous ne soyez pas complètement propriétaire de l'œuvre et que la plateforme qui s'est occupée finalement ensuite d'ouvrir votre wallet et de convertir vos dollars ou vos euros en crypto-monnaie ait pris une partie de votre acte de propriété. On peut ne pas acheter l'ensemble de l'œuvre, mais acheter une partie de l'œuvre. Ah oui. Exactement. Ouais. C'est ce qui ça, c'est nouveau aussi, quoi. Exactement. C'est dans le livre, c'est P-Boy qui a fait. Lui, c'était un artiste qui faisait des fresques art urbain, enfin voilà, sur les murs. Donc les fresques étaient effacées. Et en 2018, il a mis un QR code. Il a peint un QR code pour qu'on puisse acheter en Bitcoin son œuvre. Il l'a vendue. Et donc, du coup, il a fait une œuvre qui est absolument sublime, qui est une reproduction de la chapelle Sistine. C'est magnifique, mais dans un squat, c'est à Ivry, en fait. Et du coup, il l'a découpé. Il a découpé chaque personnage et il l'a vendu en NFT individuel. Il a tout vendu. Et donc maintenant c'est un artiste qui vivait pas en fait de son art avant parce que c'était de l'art urbain et qui vit très bien aujourd'hui. C'est un des artistes les plus reconnus français en fait en NFT. J'ai bien compris l'intérêt des artistes. Oui. Et maintenant, c'est quoi l'intérêt des acheteurs ? Alors c'est ce que vous dites, la ruée vers l'or, l'espoir d'eux. Alors après, avec ce qu'on voit en ce moment avec le crack boursier, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors je dirais qu'il y a deux types de collectionneurs. Il y a les collectionneurs amateurs et puis il y a les collectionneurs professionnels. Et puis, je veux dire, tout le monde a quand même dans la tête effectivement la spéculation. Il y en a qui ont rêvé de devenir millionnaires, voire milliardaires. Alors, en ce moment, il y en a qui ne dorment plus sur leurs deux oreilles. Il y a eu un vent de panique qui a soufflé ces dernières semaines, parce qu'effectivement, donc, alors c'est lié aussi à la situation, à l'inflation, à la bourse mondiale, pas seulement la bourse de Paris, et aussi la guerre en Ukraine. Enfin, tout ça fait que, en ce moment, en fait, il y en a qui ont perdu des millions. Ça, c'est sûr. Les collectionneurs, on en connaît quelques-uns. Ce sont des gens très affûtés qui passent énormément de temps pour savoir à quel moment acheter, quoi acheter et comment évidemment aussi revendre. C'est comme un appartement, quand vous l'achetez, vous pensez déjà à la revendre le lendemain. Et il y a vraiment, je veux dire, des spécialistes, des connaisseurs qui sont très impressionnants par la culture générale qu'ils ont, parce qu'il y a quand même énormément de choses, il faut faire le tri, c'est ça qui prend du temps, c'est ça qui demande aussi un regard de professionnel. Donc ces collectionneurs ont acheté pour des millions parfois des œuvres hyper intéressantes pour la plupart, mais ça a été assez surprenant parce qu'il y a eu des millions quand même de dollars investis dans ce nouvel art. J'ai vu ça, mais je pense que surtout c'était l'accessibilité qui est intéressante. Pour les nouveaux collectionneurs aussi. Il y a eu un certain nombre de nouveaux collectionneurs qui se sont lancés de façon plus modeste, on va dire, et qui ont acheté aussi des dizaines d'œuvres, alors pour pas grand-chose, et on voit naître comme ça en fait de nouvelles catégories de personnes, et notamment des jeunes, qui s'ouvrent à l'art. Alors que s'il n'y avait pas eu ces NFT, cette possibilité, ils seraient passés à côté. Sur les artistes, je pense qu'il y a tout, mais quand on s'y intéresse vraiment, on se regroupe très très vite en communauté justement pour avoir les bonnes infos, pour avoir les bons influenceurs qui vont un petit peu relayer les bonnes sources. C'est qui les artistes les plus en vue On peut en citer 3-4 dans le monde. Ouais, c'est ça. Alors, il n'y a pas que le... PAC, PAK. Ouais, The Artist, qui est un artiste, c'est le nouveau Marcel Duchamp, en fait, des NFT. Il envoie toute
la journée sur Twitter des phrases énigmatiques. Ouais. Et il fait après, il a fait des œuvres. Lui, il a vendu pour 91 millions de dollars ses œuvres. C'était Merge, je ne sais plus lequel. Merge. 91,8 millions c'est de ça. dollars. Voilà. Est-ce que en France ça prend beaucoup? Enfin, est-ce qu'il y a une répartition dans le monde où on a un endroit où vraiment c'est concentré? Il y a beaucoup de gens qui se sont mis aux crypto-monnaies. Et ouais, la France est très active. Sur les crypto-monnaies. Oui. Et sinon, quel est le pays le plus actif sur les crypto-monnaies? C'est Bah, les États-Unis. Ouais. Et il n'y a pas des pays un peu surprises, quoi. Enfin... Ouais. Il y a le Salvador Ouais. et la Le Salvador, Centrafrique sur le crypto, qui ont ouais. fait de leur monnaie en fait le Bitcoin. Ouais. Alors, Ouais. ça va pas très bien pour eux. Pour l'instant, oui. c'est jamais. Mais je pense que aussi, qui est actif, même l'Estonie, c'est des pays de c'est marrant. start-up. La Lituanie, l'Estonie sont assez actives aussi. Israël aussi, quand même, était très active aussi. Au Pakistan, parce que Pâques, on pense qu'il est pakistanais. Donc, on va voir, ouais. Mais on ne sait pas, Ouais. il est anonyme. Il y en a beaucoup qui sont anonymes. Ouais, ils sont en fait. anonymes. Ouais. Donc, c'est la nouvelle mode des artistes. Ouais, en tout cas, on en parle beaucoup en Europe, puisqu'à Bruxelles, en ce moment même d'ailleurs, en fait, les pays européens tentent de réguler un Oui. peu tout ça avec des principes et des lois européennes qui concerneraient tous les pays européens pour mettre un peu d'ordre en fait dans cette nouvelle famille. Mais j'ai vu Christine Lagarde, elle disait qu'elle n'y croyait pas. Son fils y croit. Hein. Si, sur Ouais. la famille. Voilà. Mais oui, mais en même temps, moi je comprends aussi les réticences. C'est vrai que c'est un peu le Far West, c'est un peu bizarre, quoi. Donc c'est normal. Et Oui, puis il y a un des- décalage de génération aussi, hein. Enfin sûrement avec elle. Hein. Ouais. Moi j'ai trouvé que la j'imagine. déclaration de Christine Lagarde Ouais. était assez violente. Ouais, Ouais. aussi. Enfin, bon, à sa place, on peut la comprendre, Ouais. parce qu'elle elle représente Elle sauve les meurtres. l'intérêt des, Ouais. des banques, Ouais. aussi, la porte-parole des Oui, banques. bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'elle reviendra sur sa déclaration. Non, mais c'est rigolo surtout de savoir que son fils Oui, c'est investit énormément en Oui, Bitcoin. oui. Donc je pense qu'elle a un discours de façade. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait un wallet. Je pense que même, moi je connais des gens, des banquiers d'affaires qui ont, Qui investissent aussi. qui investissent sans conseiller à leurs clients de le faire, hein, parce qu'ils peuvent pas se permettre non plus. C'est trop volatile en fait. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça permet des nouveaux, tout ce qui permet des nouveaux projets, c'est quand même intéressant. Ouais. Après, sur le problème aussi de la consommation énergivore du Bitcoin, ils viennent de faire un audit et en fait, ça consomme moins que les banques. Tu as vu ça? Et il y a des jeunes startups qui sont en train d'étudier justement pour récupérer justement l'énergie et pour la réutiliser en fait. Donc ce qui peut être aussi, mais c'est vrai que ça c'est le problème à mon avis majeur. Et d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes qui veulent pas plonger à cause de ça. Donc, mais d'artistes aussi. On voit aussi donc un véritable élan, mais dans tous les secteurs. Et j'ai vu vraiment très récemment que la BNP, par exemple, est en train de se pencher sur des NFT utiles. Ouais. Qui pourraient intéresser leurs clients. La grande frayeur des banques, c'est que beaucoup de clients finalement enlèvent de l'argent des banques pour investir dans les crypto-actifs. Dans un certain nombre d'entreprises, on crée des départements, on cherche des head of metaverse et ça recrute à tour de bras. Guerlain aussi, c'était Guerlain avec les bees. Ouais. Ils ont fait Les abeilles, les crypto-bees, ils ont vendu des abeilles magnifiques en NFT et l'argent servait en fait à réensauvager dans les Yvelines tout un parc pour permettre aux abeilles, etc. Donc il y a des choses aussi qui sont utiles. Il faut y être en fait. On était dans une bulle, ça a démarré très fort. La bulle a éclaté, comme toutes les bulles qui éclatent un jour. Et bon, là, ça fait mal, comme les bulles qui éclatent. Voilà, mais comme on est très optimiste comme vous, chère Christelle, on est sûr que ça va rebondir, que ça va reprendre. Oui, puis c'est un nouveau. Et qu'on va connaître une belle aventure. C'est surtout des réglages qu'il y a à faire, je pense. C'est surtout régler certaines choses. Il faut réguler, réguler. Et puis même avoir peut-être. Il y a aussi des labels qui sont en train de se mettre en route, des choses qui sont. Puis là, on voit les gens intéressants qui sont regroupés, on retrouve toujours les mêmes, donc ça veut dire quelque chose aussi. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube
et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.